Aux antipodes de l'Europe, la France est présente dans le Pacifique grâce à 3 territoires. La Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française. Cette dernière, constituée en pays d'outre-mer début 2004, rassemble les îles de la Société, les Tuamotu, les Marquises, les Australes et les Gambiers. Les îles sous le vent et les îles du vent doivent leur nom aux alizés qui parcourent l'archipel de la Société en venant de l'Est. Parmi les îles du vent, celle de Tahiti porte un nom tellement évocateur qu'il désigne souvent l'ensemble de la Polynésie française. Parmi les 118 îles qui composent la Polynésie française, Tahiti est de loin la plus vaste. C'est aussi la plus élevée, avec son point culminant à 2241 mètres. Tahiti possède des origines volcaniques évidentes. Le centre de la partie principale de l'île s'enfonce dans le cratère d'un volcan aujourd'hui éteint. Tahiti est un bel exemple d'île haute, c'est-à-dire une île volcanique relativement jeune. Elle domine l'océan et pourtant, elle s'affaisse imperceptiblement, mais sûrement. En raison de la forte inclinaison des sols, l'habitat est réparti tout au long de l'étroite bande côtière. C'est le cas pour Papeete, la petite capitale dont l'agglomération s'étend sur 30 km de littoral. Des missionnaires protestants anglais accostèrent dès la fin du XVIIIe siècle dans une baie presque fermée. Le port de Papeete, bien abrité, allait devenir le plus important de tout le Pacifique Sud. L'ouverture au tourisme pendant les années 1960 s'est réalisée en harmonie avec une nature généreuse et dans le respect d'un patrimoine culturel dont la danse est l'une des expressions les plus vivantes. L'île de Tahiti concentre aujourd'hui 70% des habitants de la Polynésie française. Les références à la culture française sont omniprésentes sur une terre où le brassage ethnique est considérable. Les Asiatiques représentent 5% de la population et parmi eux, les Chinois, arrivés au milieu du 19e siècle pour travailler dans les plantations de coton. La mairie contemporaine s'inspire du style victorien. C'est un Anglais qui fut le premier Européen à fouler le sol de Tahiti, baptisé alors l'île du roi George III. Cela explique l'implantation durable de la religion protestante, pratiquée par une bonne moitié des habitants. Les fidèles fréquentent le temple de Pao'Whai, où résonnent les hyménées, les cantiques de l'office dominical. Le marché municipal est ouvert 7 jours sur 7, dès 5 heures du matin. Sur 2 niveaux s'accumulent les ressources diverses d'une terre volcanique très fertile. Parmi les produits locaux de base, le uru, le fruit de l'arbre à pain, est l'un de ceux que l'on retrouve régulièrement dans le Pacifique Sud. Il voisine au marché avec le taro et fait bon ménage avec le manioc ou maniota. Et bien sûr, avec la noix de coco et aussi le maïs. Au paradis tropical, la flore hausse les tons grâce aux fleurs d'opouï, aux feuilles lumineuses des bougainvillées ou aux hibiscus. Par leur taille et leur utilité, 2 arbres dominent la végétation de Tahiti, le cocotier et le pandanus. Les feuilles séchées de ces 2 espèces servent à la couverture du faré, l'habitation traditionnelle. Celle-ci était entièrement réalisée en matériaux végétaux. La charpente en bois de cocotier et la toiture en feuilles tressées. En principe, le faré est construit à même le sol sans fondation. Il varie en dimension selon sa fonction et selon l'environnement où il s'intègre merveilleusement. Aujourd'hui, les végétaux originels ont souvent été remplacés par des matériaux plus modernes qui résistent mieux au souffle dévastateur des cyclones.
La plupart des établissements hôteliers ont heureusement entretenu la tradition architecturale en utilisant pour leur toiture les matériaux classiques. Niaoù, quand il s'agit de palmes de cocotier, ou paillé-auré pour les feuilles de pandanus. Tout en retenant l'eau de pluie, ces couvertures laissent passer l'air pour assurer la ventilation. Une climatisation bienfaisante, parfaitement écologique. Les matériaux contemporains facilitent parfois la survivance des traditions. Sur la Himaa, un four polynésien creusé dans le sol, les tôles ondulées ont remplacé les feuilles et le sable pour couvrir les aliments cuits à l'étouffée pendant près de 5 heures. À l'ouverture du four commence le tamara, un repas festif composé de légumes, de poissons et de cochons de lait. La cérémonie est présidée par Raymond Graff, grand prêtre, qui veille à la distribution des tâches. Le rôle que j'officie à l'hôpital de Mayo Beach est le rôle de grand prêtre concernant une grande partie des traditions qui existent dans notre pays, principalement l'ouverture du four polynésien, car il y a une autre équipe qui est chargée, lui, de la mise en combustion, de la préparation de tous les aliments et de recouvrir le four. La précision des attitudes et des gestes caractérise aussi le tamouré, une danse populaire où les mouvements des yeux, des hanches, des bras et des mains s'inscrivent dans une symbolique complexe. Pratiquée par des vaïnés de tous âges, la danse choqua les premiers Européens qui l'interdirent. Par bonheur, les ondulations se prolongèrent dans la clandestinité. Les rythmes tahitiens contribuent à entretenir le mythe d'une île bordée de plages au sable volcanique. Un chenal, large de 20 km, sépare Tahiti de Moorea, au nord-ouest. La traversée s'effectue par ferry plusieurs fois par jour. « 45 minutes de trajet qui mettent bien en évidence la silhouette de Moorea, une autre île haute, petite sœur de Tahiti. L'avion, lui, rallie Moorea en 10 minutes à peine. L'île est près de 10 fois plus petite que sa voisine. Elle s'en distingue aussi par la présence d'un lagon étroit qui encercle la totalité des côtes. Les eaux chaudes, calmes et peu profondes sont séparées du large par un récif de corail en forme de triangle. Le centre de l'île, inhabité à cause du relief volcanique, a souvent servi de refuge aux Tahitiens en délicatesse avec le pouvoir. Au nord, 2 baies parallèles, Cook et Opunou'ou, offrirent leur rivage aux bateaux des premiers visiteurs européens. Dans leur cale, les marins occidentaux importèrent de nombreux animaux domestiques. L'élevage d'espèces peu adaptées au climat tropical ne donna pas les résultats escomptés malgré la fertilité des sols. Les riches terres volcaniques sont nettement plus appropriées à la culture d'espèces végétales comme l'ananas, une plante originaire d'Amérique du Sud tropicale et une des rares sur l'île à avoir suscité une activité d'exportation. Mais plutôt que se limiter à expédier les fruits eux-mêmes, Moorea s'est spécialisé dans les jus de fruits. Beaucoup d'autres fruits tout aussi savoureux sont produits en quantité trop limitée pour que leur exportation soit possible. Ils sont réservés à la consommation locale, comme le ramboutan, et ne quitteront jamais les rivages d'une île bien préservée. L'archipel de la Société doit son nom à la Société royale de géographie de Londres. L'appellation ne concernait que les îles sous le vent, dont Wainé, à 170 km de Papeete. D'après une légende, la pirogue du dieu Hiro aurait coupé l'île en 2 parties séparées par la profonde baie de Maroe. Au bord du lac Fauna Nui, les techniques de pêche n'ont pas changé depuis des siècles. Il suffit de se pencher pour attraper les poissons piégés au fond de parcs construits en blocs de corail et en forme de nasse. C'est le courant qui amène naturellement les poissons dans le piège.
Près du village de Fayet, les anguilles aux yeux bleus sont sacrées. Elles sont nourries et cajolées par les enfants. Wainé a été découverte, comme les autres îles, à la fin du XVIIIe siècle par des navigateurs européens. Mais le temps y passe plus doucement qu'ailleurs. Faré, la principale localité, ne possède que 2 rues. Pas assez pour troubler la quiétude ambiante. Les Polynésiens se soucient de plus en plus du respect de leur environnement. Les établissements hôteliers doivent satisfaire à des normes architecturales esthétiques et certains donnent parfois l'exemple en cherchant à s'intégrer parfaitement à la nature. Encore faut-il penser à tout. Wainé a toujours joué un rôle religieux important si l'on en juge par le nombre de marae, ces lieux de culte sacrés. Les roches volcaniques et les blocs de corail sommairement taillés forment une plateforme rectangulaire entourée de murets. Les pierres levées servaient de dossier aux prêtres ou aux chefs de clan. En direction du nord-ouest apparaît Bora Bora. Le volcan originel, plus ancien, est plus affaissé qu'à Tahiti. Le point culminant dépasse à peine 700 mètres au-dessus d'une mer aux nuances fascinantes. Les flancs immergés du volcan ont été colonisés par le corail qui sépare le lagon et l'océan d'une barrière dissuasive. S'il résiste à la houle, le lagon n'est pas un monde clos pour autant. Plusieurs ouvertures, les passes, mettent l'intérieur en relation avec l'extérieur. Grâce à ces échanges, le lagon déborde d'une vie palpitante. L'eau claire et chaude favorise l'approche d'une faune incroyablement diversifiée. Même les poissons qui n'ont pas bonne réputation, comme la murène, font ici preuve d'une étonnante docilité. Le gros poisson Napoléon ne présente aucun risque. Se méfier par contre des requins. Ces prédateurs sont indispensables à l'équilibre des fonds marins qui seraient rapidement surpeuplés si la chaîne alimentaire était rompue. Entre les visiteurs occasionnels et la faune aquatique, le courant passe mieux avec un peu de nourriture. Mais certains regrettent de tels gestes, car ils peuvent modifier les habitudes alimentaires de poissons qui risquent ainsi d'oublier leur instinct naturel. À force de se laisser caresser, une raie peut devenir douce comme un agneau. Et à l'heure du casse-croûte, la baguette est devenue indispensable pour répondre aux exigences de certains poissons. Trop longtemps chassées pour leur écaille ou pour leur chair, les tortues marines doivent être bien protégées. Ainsi, l'homme devient parfois leur compagnon de jeu quand elles ne préfèrent pas fréquenter le requin à pointe noire. En jouant de ses beautés exceptionnelles, Bora Bora a été pionnière dans l'ouverture de la Polynésie au tourisme. Les premiers hôtels se sont installés dans les années 1960. La rigueur de la religion protestante, majoritaire sur l'île, n'a pas empêché les artistes de s'exprimer. Parmi eux, quelques Européens qui se laissèrent envoûter par l'atmosphère exotique de l'île. Plus à l'est, l'archipel des Tuamotu réunit près de 80 îles sur une diagonale de 1500 km. Au nord, Rangiroa, le deuxième plus grand atoll au monde, pourrait loger l'île de Tahiti tout entière. L'atoll constitue la phase ultime dans l'évolution d'une île volcanique. Seul subsiste l'anneau corallien, car l'ancien volcan est entièrement englouti. Dans les passes, au moment des marées montantes ou descendantes, un courant puissant sert de terrain de jeu aux dauphins.
Les dauphins s'amusent à faire la démonstration de leur agilité. Les terres volcaniques fertiles ont disparu. Les Tuamotu ne peuvent donc pas compter sur l'agriculture. Heureusement, l'ouverture sur la mer offre de précieux débouchés. Les sites de pêche les plus poissonneux se trouvent au Tuamotu, surtout pour la pêche au gros. Thon, bonite ou maï-maï sont souvent consommés crus par les Polynésiens. Même si l'on se contente de regarder, les eaux translucides permettent facilement de participer au spectacle. Un spectacle réglé comme un ballet quand les raies entrent en scène, surtout les mantas. Elles ne mangent que du plancton et déplacent leur masse, 1,5 tonnes pour les plus grosses, avec une grâce aérienne. Sur l'anneau corallien de Rangiroa se découpe le lagon bleu, à l'ouest de l'atoll. Il doit son nom au bleu irréel qui colorie la plupart du temps cette piscine naturelle. La beauté du site lui a valu le surnom flatteur de Petit Bora Bora. Rangiroa est l'atoll le plus peuplé des Tuamotu. C'est aussi un carrefour pour les communications inter-îles. Au nord-est de Rangiroa, l'atoll de Manihi adopte une forme elliptique qui atteint près de 30 km de longueur. L'anneau de corail se réduit parfois à quelques mètres de large. Le sable corallien fournit un apport limité à la végétation. Seules les espèces adaptées à un milieu calcaire peuvent se développer, comme les cocotiers, bagués pour empêcher les rongeurs de grimper. La noix de coco fendue sèche au soleil pendant quelques jours. Le résidu sec de la matière blanche qui tapisse l'intérieur de la noix est le copra, riche en graisse végétale. On le transforme en huile pour l'industrie alimentaire ou les fabriques de cosmétiques. L'or noir de la Polynésie française se dissimule au fond de l'huître perlière. On introduit dans l'huître une petite bille. Pour se défendre contre ce corps étranger, l'huître va l'envelopper de nacre à raison d'1 millimètre par an. Lorsque la greffe est accomplie, les huîtres sont placées dans des paniers pour être mises à l'abri des poissons. 18 mois plus tard, on procède à une première récolte. La greffe ne réussit pas toujours. 30% des huîtres ne résistent pas au choc opératoire et 2% seulement produisent une perle parfaite. La forme et la couleur restent aléatoires. On essaye de la faire foncer, on n'y arrive pas toujours, malheureusement. Si on savait faire que des belles rondes foncées ou des belles vertes, ça serait chouette. Mais en Polynésie, c'est toujours la nature qui compose la palette des couleurs. À 1400 km au nord-est de Tahiti, l'archipel des Marquises est le plus sauvage et le plus envoûtant de Polynésie française. 15 îles, dont les arêtes volcaniques n'ont pas encore subi l'érosion qui arrondira leurs angles. Toutes les Marquises révèlent le profil typique des îles hautes de formation récente. Par rapport aux autres îles de Polynésie française, les Marquises présentent toutefois une différence notable. Elles ne sont pas cernées de récifs coralliens. Sans doute parce que des courants froids remontent jusqu'ici en provenance de l'Antarctique. Pour se développer, le corail exige que la température de l'eau dépasse 25 degrés. Le centre des 2 îles les plus grandes est couvert de hauts plateaux. Dans les lieux les plus difficiles d'accès, on rencontre des chevaux importés par les Européens. Ceux qui ne sont pas retournés à l'état sauvage sont montés sans selle par les Marquisiens, excellents cavaliers. Avec ses 330 km², Nuku'iva est la plus grande île de l'archipel. Village principal, Taiohae. Pour y accéder de l'aéroport,
Située à l'autre extrémité de l'île, il faut compter quelques minutes d'hélicoptère, près de 3 heures de piste cahoteuse ou 1 heure et demie de bateau. Au niveau de la mer, les énormes blocs de roches volcaniques sont encore plus impressionnants. La silhouette massive de l'île, qui culmine à 1200 mètres, dresse un décor grandiose derrière la vaste baie de Taiohae. Nuku'iwa est l'île la plus peuplée des Marquises et la population est concentrée à Taiohae. Pour emporter l'adhésion des habitants et dès leur arrivée, les missionnaires protestants et catholiques se livrèrent à une concurrence farouche. Ici, le catholicisme l'a emporté. C'est une différence marquante avec les autres îles de la Polynésie française. Les missionnaires ont en vain tenté d'éliminer les tikis, ces statues de forme humaine qui, croit-on, rappelaient le souvenir d'ancêtres divinisés. En tout cas, les Polynésiens évitent de les déplacer, voire de les toucher. Les Marquises ont une demi-heure d'avance sur Papeete. Un petit décalage horaire précieux au terme d'un voyage de 3 heures qui s'achève à Ivaoa, sur l'aérodrome situé en plein cœur de l'île. Les spécialistes pensent que la Polynésie s'est peuplée progressivement d'île en île et que les Marquises ont été le point de départ des migrations. La pirogue a joué un grand rôle dans le mouvement. Avec son faible tirant d'eau, elle franchit les hauts fonds et le balancier assure sa stabilité. Les moins de 20 ans représentent 43% de la population en Polynésie française. Ils sont 26% seulement en métropole. Une population jeune, mais très inégalement répartie. Ainsi, 3% à peine vivent aux Marquises et le dépeuplement de certains archipels pose de réels problèmes. À Ivaoa, l'arrivée d'une goélette est toujours un événement. Les goélettes font partie intégrante du paysage polynésien. D'abord réservées au transport du copra, elles permettent aujourd'hui d'acheminer d'une île à l'autre des marchandises de toute nature. Elles permettent également le transport de personnes à des tarifs défiant toute concurrence. Il suffit de ne pas être trop pressé. Certains passagers sont restés à Ivaoa. Dans le village d'Atuona, on a reconstitué la Maison du Jouir, la modeste cabane d'un grand artiste. À proximité, un petit musée retrace, en quelques photographies et copies de tableaux, la vie tourmentée d'un peintre reconnu très tard. Il atteindra le sommet de son art en Polynésie, Paul Gauguin. Rongé par la maladie et le désespoir, l'ami de Van Gogh mettra ici la dernière touche à son existence. Il fut enterré dans le petit cimetière du Calvaire, après avoir exprimé le souhait d'être veillé par l'une de ses créations. À quelques mètres repose un autre grand artiste, bien loin de son plat pays. Jacques Brel a vécu aux Marquises les 3 dernières années de sa vie, dans une petite maison où il écrivit ses dernières chansons. L'une d'entre elles s'achève par un dernier regard apaisé. Le temps s'immobilise aux Marquises. À peu près à égale distance de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna est un territoire français d'outre-mer depuis 1961. L'archipel est composé de 3 îles, dont la plus petite est inhabitée. Elles possèdent en commun des origines volcaniques, mais seule la plus grande est cerclée d'une barrière de corail. Le phénomène d'enfoncement progressif du relief volcanique est intervenu ici de la même manière qu'en Polynésie française. Un atoll s'est formé, mais ici, de nombreux îlots ont subsisté à l'intérieur même du lagon, en alternant les coloris d'une étonnante mosaïque. En franchissant les passes, on accède à l'intérieur d'un lagon
où les plus grands îlots sont couverts de végétation. Ils n'ont pas cessé de grandir au rythme de la croissance du corail. Pour se développer, le corail a besoin d'une eau claire, pauvre en plancton, car celui-ci fait écran à la lumière. Une dizaine d'îlots comme celui de Fayoa émergent dans le lagon qui enserre l'île de Wallis. Ici et là, quelques rares rochers volcaniques rappellent le très lointain passé géologique de l'archipel. À marée basse, la barrière de corail agit comme un barrage. Le lagon se vide partiellement à certains endroits en abandonnant des îlots qui semblent échouer sur le fond. Pour le plus grand bonheur des petits cochons élevés en liberté qui fouillent le sable à la recherche de coquillages. Pourvu qu'on les attrape, les cochons participent à leur manière aux cérémonies coutumières. À Wallis, le pouvoir ancestral est respecté par l'administration française et toute l'organisation de l'île repose sur lui. C'est la coutume qui fixe les modalités des cérémonies où l'on ne s'exprime qu'en wallisien. Le kava est une boisson rituelle aux vertus relaxantes préparée avec méthode à partir de racines. On la consomme pour honorer les dieux avant d'introniser les autorités de l'île, à commencer par le roi. Wallis est en effet un royaume très hiérarchisé, comme l'explique le Premier ministre. Toutes ces personnalités, bien sûr, dépendent du roi. Le roi règne, c'est son rôle. Il décide et les décisions prises par les 6 ministres avant de décider quoi que ce soit, nous passons toujours par la décision royale. Dans son palais, le roi négocie la gestion du territoire avec l'administration française. Mais il faut tenir compte d'un autre pouvoir très puissant à Wallis et Futuna, le pouvoir religieux. L'implantation de missions françaises au XIXe siècle a permis l'ancrage durable du catholicisme et la construction d'édifices où les sombres pierres volcaniques sont jointoyées de ciment et de sable corallien. Le même matériau volcanique servit au XVe siècle aux envahisseurs en provenance des îles Tonga, au sud-est de l'archipel. Ils érigèrent un fort pour se mettre à l'abri des autochtones. Le système de chefferie, toujours en vigueur aujourd'hui, serait d'origine tongienne. Un maquis clairsemé appelé Toafa couvre les 2/5 de Wallis. Longtemps exploitée de manière incontrôlée, la forêt wallisienne a beaucoup souffert. Il reste néanmoins quelques portions de cette forêt tropicale qui a conservé sa densité. Le lac Lalo Lalo fournit un témoignage précieux de l'ancienne activité volcanique. Il a rempli, sur 80 mètres de profondeur, le cratère d'un volcan assoupi. La forme de la cheminée volcanique, parfaitement circulaire, est l'œuvre d'une nature très appliquée. Mais les volcans ne dorment que d'un œil. De temps à autre, de forts séismes secouent l'archipel. Le Faléfono est pour chaque village la salle communautaire où se réunissent régulièrement les habitants. Wallis compte 10 000 habitants environ, une population particulièrement jeune puisque près de 60% des Wallisiens ont moins de 20 ans. Il faut quelques années d'expérience pour tresser les feuilles de pandanus, séchées et teintées. C'est une spécialité essentiellement féminine, répandue dans la plupart des îles du Pacifique Sud. On en fait différents objets, mais les nattes colorées
ou Phalapati sont les plus recherchés. La nature offre de nombreuses perspectives à la créativité des Wallisiens. La nacre, les coquillages ou l'écorce d'arbres martelés pour réaliser le tapa, une matière rigide ou souple confectionnée à base de mûrier. Grâce aux multiples essences de la forêt tropicale, le travail du bois donne aux hommes un remarquable mode d'expression. Pour l'inspiration, la mythologie de l'archipel est une source inépuisable. Les personnages qu'on sculpte, c'est une représentation de nos dieux Tangaloa. Tangaloa, c'est les dieux, paraît-il, qui a ramené notre île de fin fond des océans avec son filet. Alors là, Tangaloa, il ramenait nous, on rend hommage à ces dieux-là avant l'arrivée de la mission catholique. À Wallis et Futuna, on adorait Tangaloa, d'autres dieux qui s'appellent Kakahu et Silonga et tout ça. Il se pourrait que certaines références culturelles aient été empruntées aux Maoris, un peuple polynésien. Exemple, certaines danses guerrières, comme celle appelée tapaki. C'est aux morceaux de bois que les danseurs tiennent dans leurs mains que l'on reconnaît les danses. En décalage avec la sérénité des lieux, les danses invoquent souvent le dieu de la guerre. Elles annoncent à l'ennemi la menace qui pèse sur lui. Le New Tao est une composition spontanée, moins belliqueuse, mais tout aussi virile. Deux navigateurs hollandais découvrirent l'île de Futuna au début du XVIIe siècle. Ils l'appelèrent Horn, comme leur ville natale et comme le célèbre cap qu'ils avaient aussi baptisé. Mais les Hollandais ne s'installèrent pas, au contraire des Français qui convertirent l'île au catholicisme. Non sans mal, car l'un des fondateurs de la mission, le père Chanel, fut assassiné au XIXe siècle. Les ancêtres des Futuniens sont arrivés des îles Samoa, plus à l'est. Ils ont pris pied sur une île dont l'origine volcanique est évidente. Tout le long du littoral, la lave désagrégée a produit un sable foncé où apparaissent encore ici et là des éboulis plus récents en proie eux aussi à l'érosion. « 230 km séparent Wallis de Futuna. Mis à part l'absence de barrières coralliennes pour la seconde, les points communs ne manquent pas. Les citoyens français de Futuna vivent également dans un régime monarchique sous l'autorité de deux rois, le roi d'Alo et le roi de Sigavé. Chacun possède sa propre cathédrale. À 22 000 km de Paris règnent les derniers rois de France. En dessous des rois, les 5000 habitants de Futuna dépendent de ministres qui sont les grands chefs des villages. La pyramide du pouvoir se complète à la base avec les petits chefs de village. Les ressources principales viennent de la terre, comme le tabac qui sèche sous le toit du falai. En raison de l'exiguïté des parcelles, les produits agricoles assurent à peine la subsistance de la cellule familiale. Les habitants du royaume d'Alo utilisent l'île inhabitée d'Alofi comme terre de culture et d'élevage. Géographiquement, Wallis et Futuna appartiennent encore à l'Océanie polynésienne, mais la Mélanésie toute proche, avec la Nouvelle-Calédonie, exerce une forte attraction sur les populations. À 4000 km de la Polynésie et seulement 1500 de l'Australie, la Nouvelle-Calédonie est composée de la Grande Terre, 400 km de long sur 50 de large, de l'île des Pins et des îles Loyauté. C'est avant tout le plus vaste lagon de la planète, protégé par un récif de corail long de 1600 km.
Les plages de la baie des Citrons et de l'anse Vata donnent un petit air californien à Nouméa. Et pourtant, on est bien en France. Plus exactement, dans une entité territoriale spéciale au sein de la République française. La place des Cocotiers est le cœur de Nouméa. Au XIXe siècle, l'armée y entretenait un potager, mais les légumes ont aujourd'hui cédé la place à de spectaculaires flamboyants. Multiraciale, la population calédonienne compte 44% de Mélanésiens, les Kanaks, 34% d'Européens, mais aussi 11% de Wallisiens ou Polynésiens. Les Kanaks, un mot mélanésien qui signifie « homme », vivent dans l'île depuis plus de 3000 ans. Marins chevronnés et excellents charpentiers, ils se sont distingués tant dans le travail de la pierre polie que dans la sculpture du bois. James Cook découvrit leur terre en 1774, puis vinrent les missionnaires et un siècle après, les déportés de la commune qui participèrent à la construction de Nouméa. L'art culinaire reste fidèle à ses origines en accommodant des produits au nom évocateur, comme le fameux tubercule connu sur tout le territoire, l'igname. L'île affiche cependant son attachement à la culture française. Toutes les activités de Nouméa sont orientées vers le lagon pour les loisirs et vers l'océan pour les échanges économiques. Le port de Nouméa est le vecteur essentiel d'approvisionnement du territoire et la voie d'exportation du nickel, principale richesse de la Nouvelle-Calédonie, 4e producteur mondial qui détient 25% des réserves de la planète. La réputation du lagon de Nouméa n'est plus à faire, mais il recèle encore quelques secrets que révèle la directrice de l'aquarium. Quand vous visitez l'aquarium, une sorte de visite du lagon sans vous mouiller. Et il y a quelques particularités, bien entendu, qui sont la présentation en permanence de coraux vivants. Et il y a une particularité à l'aquarium qui est unique au monde, c'est la présentation en permanence des coraux fluorescents. Une autre particularité est celle des nautiles. Les nautiles, ce sont des céphalopodes, des mollusques, qui vivent en profondeur. Des profondeurs d'une insondable richesse qui attirent les amateurs de plongée du monde entier. Dans un lagon presque 3 fois plus grand que la Corse, les points d'intérêt ne manquent pas. Exemple, l'îlot Amédée, un îlot corallien à 20 km au sud de Nouméa. Il est doté d'un phare construit en métropole, acheminé ici en pièces détachées. Au sud de la Grande Terre, dans la baie de Prony, de grands mammifères marins comme les baleines remontent de l'Antarctique avec leurs petits pour se mettre à l'abri des eaux froides pendant l'hiver austral. Jadis, les baleines étaient chassées, notamment pour leur graisse qui alimentait les lampes à huile. Aujourd'hui, on se contente d'admirer l'élégance de leurs mouvements. L'élégance du geste est aussi le propre du golf. L'île compte 3 18 trous. Le cricket est le sport favori des femmes kanaks. Il a été introduit par des missionnaires britanniques. Avec le football, les 3 sports témoignent de la présence anglaise jusqu'au milieu du XIXe siècle. À une quinzaine de kilomètres de Nouméa, les monts Kogi sont appréciés pour leur fraîcheur, surtout par les citadins. La température y est de 5 degrés inférieure en moyenne à celle du chef-lieu. 80% des espèces végétales de Nouvelle-Calédonie n'existent qu'ici. Jadis, la plus grande partie du territoire était recouverte de forêts. Aujourd'hui, hélas, celle-ci ne couvre plus que 20% de la superficie. Le kagou vit dans la forêt tropicale de l'île. Il est incapable de voler et sa survie est sérieusement menacée par les atteintes à son habitat naturel. L'environnement a été profondément bouleversé à l'est de Nouméa par la construction du barrage de Yaté, élevé à la fin des années 1950 pour fournir de l'électricité à la Grande Terre.
Sur plusieurs centaines d'hectares, le lac artificiel, alimenté par la rivière Bleue et par la rivière Blanche, a recouvert le sol formé de latérite, une terre riche en oxyde de fer. Des milliers d'arbres ont été sacrifiés. Le chêne-gomme ou le houppe au bois dur. Le kaori, un conifère au bois souple et léger. Ou le niaouli, un arbuste qui résiste au feu, mais pas à l'eau. Ici et là, la forêt apparaît, fantomatique, au gré des variations de niveau du lac. Le long de la côte ouest, les exploitations agricoles s'étendent sur d'immenses propriétés terriennes, domaines ancestraux des fermiers calédoniens. Les broussards, ou stockmen, y vivent à la mode du Far West. Les premiers éleveurs étaient anglo-saxons ou étaient passés par l'Australie. Les premières bêtes aussi qui ont été introduites sur le territoire ont transité par l'Australie. Donc on a utilisé les méthodes de travail des Australiens, même leur langage. Ici, il y a beaucoup de mots qu'on utilise qui viennent de là-bas, tels que le stockman, qui est l'ouvrier à cheval, qui remplace un peu le mot cow-boy des États-Unis. La tradition du western est soigneusement entretenue avec, par exemple, les rodéos organisés tout l'été. Une seule rue principale et quelques commerces, Bourail est pourtant la deuxième localité de l'île. Elle doit sa création à un pénitencier, mais aujourd'hui, tout le monde est libre de plonger dans la mer de corail. Les puissants rouleaux ont sans relâche attaqué la falaise et creusé la roche percée qui ouvre un passage à marée basse. Ils ont aussi détouré le bonhomme, un énorme monolithe de quartz pur. L'océan a pu se défouler car à cet endroit, la côte n'est pas protégée par la barrière de corail. C'est par la mer que sont arrivés les cervidés importés des Philippines à la fin du 19e siècle. La raison, la femme du gouverneur de l'île avait une grande passion pour la chasse. Au cœur du verdoyant massif de Koniambo, dans la moitié nord de l'île, et autour d'un poste militaire, la ville de Koné s'est développée après la révolte des Kanaks en 1878. La répression qui s'ensuivra portera un rude coup à la culture autochtone. Au XVIe siècle, les Européens poursuivaient leurs expéditions dans l'hémisphère austral à la recherche de nouvelles terres. Au bout de leur longue vue, quand ils aperçurent les collines pelées du nord de l'île, les navigateurs pensèrent au paysage écossais. Ils baptisèrent cette terre Nouvelle-Calédonie, le nom que portait alors l'Écosse. C'était à la fin du XVIIIe siècle, quand James Cook débarqua sur le site d'un village qui prendra le nom de Balade. L'explorateur anglais découvrit la structure du clan Kanak. Il fut frappé par l'hospitalité des populations et par les femmes qu'il trouva réservées. Il rencontra aussi le visage des esprits que d'habiles artistes sculptaient dans le bois. Isolés les uns des autres, il existait 300 clans environ à l'arrivée des Blancs. Cela n'a pas empêché la diminution de la population kanak, aujourd'hui minoritaire sur le territoire. Cook reprit la mer en longeant la côte orientale de l'île, plus montagneuse, plus humide et plus verte. Au fond d'étroits estuaires s'engouffrent les vents dominants. C'est la côte au vent. À hauteur de Yengen, sur la côte nord-est de l'île, la nature fantaisiste a taillé la poule couveuse dans un impressionnant bloc de calcaire noir. Très en verve, l'artiste lui a associé un compagnon aux formes de sphinx. Toute la région de Yengen est dominée par le mont Panier, le point culminant de la Grande Terre. L'île est en partie couverte de péridotite, une roche que l'on trouve normalement en profondeur, riche en chrome, en platine et en nickel. Autour de tuyaux et à ciel ouvert, on extrait le minerai de nickel à la couleur verdâtre.
L'exploitation du gisement a débuté à la fin du 19e siècle. On estime que les réserves sont suffisantes pour assurer la production pendant tout le 21e siècle. James Cook longea la côte jusqu'à l'extrémité sud. En se faufilant parmi les récifs et les îlots coralliens, le navigateur repéra une île qu'il baptisa lui-même « Île des Pins » parce qu'elle était hérissée d'immenses pins colonnaires. Ces arbres peuvent atteindre 60 mètres de haut, plus qu'il n'en fallait pour remplacer un mât du navire qu'une tempête venait de briser. Bref, l'endroit idéal pour faire relâche. L'ethnie des Cougniers vécut isolée sur l'île jusqu'au début du XVIIe siècle. Puis, les étrangers défilèrent. Avec eux, les missionnaires français qui convertirent les habitants au catholicisme. Les beautés de l'île traversèrent heureusement toutes les époques, comme en témoigne la piscine naturelle de la baie d'Oro. On pense qu'à l'origine, les Cougniers furent les seuls Calédoniens à se déplacer par voie maritime. Ils voyageaient sur des pirogues, pilotés par les étoiles, alors que les Kanaks quittaient rarement la terre ferme. Grâce à leur connaissance de la mer, les Cougniers contrôlèrent toute la moitié sud de la Grande Terre. À l'est de la Grande Terre, l'atoll d'Ouvéa appartient aux îles Loyauté, 4 îles qui forment une région administrative au sein du territoire. La culture kanak y est très bien conservée parce que les autorités françaises ont décidé, après l'annexion, que seuls les autochtones pouvaient posséder des terres sur ces îles. La plage d'Ouvéa, longue de 14 km, avait pourtant de quoi susciter les convoitises. Au contraire de la Grande Terre, les îles Loyauté doivent leur existence à des volcans effondrés et à la formation consécutive d'atolls coralliens. Beaucoup plus tard, les atolls se sont soulevés en dressant des falaises calcaires. Les eaux d'infiltration y ont creusé de nombreuses grottes. La culture kanak a connu des influences extérieures. Ainsi, la case ronde d'origine mélanésienne côtoie dans la même cellule familiale la case rectangulaire typique de Polynésie. À quelques heures de bateau de Nouméa, Maré est la plus méridionale des îles Loyauté. Une île qui ne peut pas dissimuler ses origines volcaniques. À l'extrémité de la baie d'Allier, le Saut du Guerrier ouvre une crevasse large de 5 mètres. D'après la légende, un homme échappa à ses ennemis en franchissant le gouffre d'un bond. L'igname bénéficie d'un statut privilégié dans la culture kanak. On le considère avec le respect dû aux anciens. Il entre dans la fabrication du bounia, une sorte de ragoût composé de viande, de volaille, de crustacés, de légumes, mélangé avec du lait de coco et plongé au milieu de pierres brûlantes comme dans le tamara polynésien. Une fois débarrassé des feuilles de bananier dans lesquelles il cuit à l'étouffer, le bounia est le mets principal des fêtes tribales ou familiales. Lifou, l'île bleue, est la plus vaste des îles Loyauté. Ce sont des immigrants polynésiens qui les premiers se sont installés sur cette île aux origines volcaniques. Ils prirent l'ascendant sur les Mélanésiens en place et étendirent leur influence jusqu'au sud de la Grande Terre. Tout cela bien avant l'arrivée des Européens. Lifou présente les mêmes caractéristiques géologiques que ses deux sœurs. Son biotope est typique d'un atoll corallien qui s'est soulevé au-dessus du niveau de la mer. La Nouvelle-Calédonie a pu traverser une histoire mouvementée en s'adaptant aux événements. Le pilou,
une des danses traditionnelles kanaks agit de la même façon en modifiant son rythme selon les circonstances. En Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans toutes les îles françaises du Pacifique, le patrimoine humain a survécu aux péripéties de l'histoire. Il a conservé sa multiplicité tout en se fondant dans une culture qui rapproche de l'Europe ses archipels aux antipodes.